Super enfance tous les deux, on s'entendait bien. Avec Jason, je m'amusais bien. Il était drôle, toujours à me faire rire et à faire rire tout le monde. Jason était un séducteur. Il était très mignon. Il faisait de la musculation. Jason avait beaucoup de succès avec les filles. Une camarade de lycée d'Erika ne résiste pas au charme de Jason. Je suis sortie avec lui à 15 ans. Au début, bien sûr, c'était une attirance physique. Et il avait une personnalité haute en couleurs. On s'amusait, on était jeunes. Il avait un petit côté voyou. L'amour que Jason porte à Lisa n'a d'égal que sa passion pour les voitures. Il adorait les voitures depuis tout petit. Mon frère était un passionné de voitures en tout genre. Il avait un don pour la mécanique. On s'est installés ensemble. Et on avait carrément un moteur dans la chambre. Il n'avait pas toujours la voiture la plus belle, mais il avait quasiment toujours la plus rapide. On allait aux courses de voitures du lycée. Et il participait avec sa Ford Pinto V8. Il était toujours fourré sous la voiture, en train de la réparer et de la retaper. Jason et Lisa se marient. Et Jason cherche du travail dans ce domaine. Il a commencé la carrosserie en travaillant pour un petit garage du coin. Il était vraiment doué. Il faisait du très bon travail. Et il a fini par ouvrir son propre garage en Californie. On louait des entrepôts et je travaillais à la réception. Je l'aidais. Il a commencé petit. Il voulait être son propre patron. Il ne voulait pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il avait l'esprit d'entreprise. Il pensait avant tout à l'argent. L'ambition dévorante de Jason crée des tensions dans le couple. Je voulais qu'on se pose, qu'on achète une maison. Je voulais quelqu'un qui soit là pour moi. Et lui, on allait dans deux directions opposées. Le mariage de Jason vole en éclats. Et son garage se retrouve également en difficulté. Il a été impliqué dans une affaire d'arnaque à l'assurance qui concernait plusieurs garages de la région. Je crois qu'il y avait une vingtaine de garages impliqués dans cette affaire d'arnaque à l'assurance, dont celui de Jason. Donc, il a été arrêté. Il a fait 18 mois de prison. À sa sortie, Jason décide qu'il a besoin de changer d'air et d'état. J'étais contente pour Jason quand il est allé s'installer dans l'Arizona. C'était un nouveau départ pour lui. Je pensais vraiment que le plus dur était derrière lui. J'étais très heureuse pour lui. J'étais fière de lui. Jason trouve rapidement une occasion de mettre ses talents de mécanicien à profit dans un garage BMW local. Je sais qu'il était content de se remettre dans le bain et de travailler de nouveau sur des voitures. Il aimait son boulot au garage Chapman et il aimait le contact avec les gens. La première fois que j'ai rencontré Jason, il était super baraqué. C'était une armoire à glace. Je me suis dit qu'il devait soulever de la fonte 5 fois par jour. Il était costaud. Mais il était très sympa, toujours souriant, toujours content d'avoir quelque chose à faire. Sa personnalité finissait toujours par déteindre sur les autres. Toujours positif, toujours la pêche. C'est ce qui me plaisait chez lui. Un nouvel employé, Chad Norris, arrive au garage et sympathise immédiatement avec Jason et l'équipe. Au début, Chad était réservé, presque timide. Pour nous, c'était celui qui restait en coulisses pour faire marcher le business.
Et il adorait son boulot, tout ce qui était administratif. Il avait un esprit analytique et n'avait pas son pareil pour que tout colle parfaitement au niveau des chiffres et que le garage soit rentable. Très intelligent, super intelligent. Contrairement à Jason, le coureur de jupons, Chad est un père de famille heureux en ménage avec son épouse Tamara. Tamara et Chad avaient 4 enfants. Le couple paraissait avoir une relation, tout ce qu'il y a de plus normal. Pour Chad, la famille passait avant tout. Il aimait passer du temps avec ses enfants et aimait beaucoup sa femme. Partout où il allait, il les emmenait. Il les incluait dans tout ce qu'il faisait. Malgré leurs caractères différents, Chad et Jason ont le même esprit d'entreprise. Et ils commencent à faire des projets ensemble. Je sais que pendant tout ce temps, il réfléchissait déjà à ce qu'il allait devoir faire pour pouvoir ouvrir son propre garage. Ce n'était qu'une question de temps. Et quand il me parlait de Chad, il ne tarissait pas d'éloges à son sujet. C'est un gars génial, on va monter une affaire dans l'Arizona. J'étais au courant pour leur projet et j'étais content qu'ils sortent du cocon que représentait le garage pour lequel ils bossaient pour monter leur affaire. Mais créer une entreprise, c'est très stressant. Et le faire seulement à 2, ça doit être très difficile. Très vite, Chad et Jason décident qu'ils en sont capables et s'associent officiellement. Quand ma mère est décédée, en 2008, Jason a utilisé sa part d'héritage pour ouvrir son garage à Scottsdale avec Chad. Mais comme il avait fait de la prison, il n'a pas eu le droit de mettre le garage à son nom. Donc, il a dit à Chad, « On met l'entreprise à ton nom et c'est moi qui mets les fonds. » Donc, sur le papier, Chad était le propriétaire du garage. Jason et Chad sont ravis de se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais leur entourage se demande si ce n'est pas un peu trop ambitieux et prématuré. Ça m'inquiétait. Ça représentait beaucoup d'argent à investir au nom de quelqu'un d'autre. Il pourrait se retourner contre toi et t'arnaquer. Et mon frère me disait, non, il ne ferait jamais ça. C'est pas son genre. C'est un gars super. Il m'a chanté ses louanges. C'est comme quand on a un bâton de dynamite et qu'on allume la mèche. Ça met environ 30 secondes avant que la mèche se consume et que ça explose. C'était évident que ça allait exploser. La vie de Jason Johnson dans l'Arizona se passe bien. Il travaille dur et son ex-compagne Angie est revenue vivre chez lui avec sa fille. Jason et Angie avaient une relation très particulière. Elle l'aimait, il l'aimait, elle était super. Jason s'installe dans sa nouvelle vie de famille tout en travaillant dur avec Chad pour faire marcher leur garage. D'après ce que j'ai compris, il voulait se positionner comme une carrosserie haut de gamme, où les clients pouvaient apporter leur voiture de luxe pour leur faire retrouver leur apparence d'origine. Je savais qu'ils allaient réussir. Ils avaient vraiment tout bien pensé. Pour moi, c'était évident que Jason avait vraiment un sens inné des affaires. Ça se voyait. Jason s'occupait de la vente. C'était celui qui présentait bien, qui avait du bagou, qui allait parler aux gens, qui trouvait des clients, en insistant sur le fait que c'était un garage haut de gamme. Et Chad se concentrait plutôt sur l'organisation du travail, la répartition des tâches, ainsi que la gestion du personnel et tout le côté administratif. Leur association fonctionnait super bien, professionnellement, parce qu'ils se complétaient parfaitement. Ils avaient des idées originales. Ils étaient tous les deux très intelligents. Ils avaient réfléchi à tout
Et pour tout vous dire, je me suis même dit, mince, ils vont nous piquer tout le boulot. Leur projet est vraiment super. Les bonnes idées et le travail acharné de Chad et Jason finissent par payer. Et très vite, les affaires sont florissantes, ce dont leurs proches se réjouissent. J'étais très fière de Jason pour le succès de son garage. Jason travaillait 7 jours sur 7. Il faisait de longues journées. Il était très motivé. Il s'investissait totalement. Toute sa vie tournait autour du garage et de sa réussite. Il travaillait non-stop. Muscu, travail, c'est tout ce qu'il faisait. L'affaire commence à bien marcher, à tel point que Tamara est convaincue que son mari va faire de très grandes choses. Et tout le monde est très satisfait de la situation. L'entreprise est florissante. Mais Chad remarque que le style de management de Jason commence à peser sur les employés. Si le travail était bien fait, il vous disait « bon boulot ». Mais il pouvait aussi se montrer très exigeant. Et il attendait de ses employés qu'ils fassent preuve de la même rigueur professionnelle que lui-même. Donc, si quelqu'un n'était pas à la hauteur de ses attentes, je l'imagine très bien en train de lui hurler dessus. Jason s'emportait vraiment facilement. Et parfois, quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il se mettait à crier et à montrer ses gros muscles, histoire de dire à tout le monde qu'ils avaient intérêt à l'écouter, sinon ça allait mal se passer. Certains devaient se dire que c'était une brute, surtout vu sa corpulence. Certaines personnes devaient penser que mon frère n'était pas un patron très sympa, et il était impressionnant. Il faisait peur. Il était soupolé. Il avait tendance à exploser et partir au quart de tour. Il ne réfléchissait pas avant de parler. Et quand il se mettait en colère, il devenait tout rouge. Son visage était cramoisi. Brute est un mot qui revenait souvent pour décrire Jason dans le cadre de faits plus anciens, mais aussi en lien avec l'affaire qui nous intéresse. Je ne sais pas jusqu'à quel point Jason a pu malmener Chad, mais je sais qu'il s'en est pris à certains employés de manière assez... Je n'irai pas jusqu'à dire violente, mais pas loin. Il menaçait les gens physiquement quand il s'en prenait à eux. Et c'était Chad, généralement, qui intervenait pour s'interposer entre Jason et les employés. Donc je ne sais pas si Jason avait déjà menacé Chad, mais Chad défendait les employés qui travaillaient pour eux, qui étaient sous leurs ordres. Ce n'était pas seulement les secrétaires, mais aussi les gens qui faisaient le travail technique, les réparations sur les voitures. Donc, je sais que Chad était très protecteur envers ses employés. Il y a eu un incident un jour où Jason a débarqué furax à l'atelier et s'en est pris à un mécanicien. Il a arraché sa chemise. Il a pris une posture menaçante, en hurlant, en étant prêt à se battre, et tout le monde était atterré de le voir se mettre dans un tel état. Chad est intervenu pour calmer tout le monde. Chad était plus posé en termes de tempérament. Il était plus calme en général et il gérait les conflits différemment de mon frère, qui avait tendance à crier très fort et à gesticuler.
Chad était un peu le médiateur. Il était plus posé. C'était lui qui essayait de désamorcer les situations potentiellement explosives, de calmer le jeu pour que tout le monde se remette au travail sans incident. Ces accès de colère posent un vrai problème. Et Chad doit trouver de nouvelles façons de désamorcer les conflits. Chad aussi était un gars costaud. Mais il avait une manière d'exprimer sa colère qui était totalement différente, beaucoup plus intériorisée. Et il pouvait être très blessant. Il arrivait à remettre Jason à sa place en un rien de temps. Je l'avais déjà vu faire. Si Chad avait quelque chose à dire à Jason et que Jason s'énervait, Chad lui envoyait une pique qui lui clouait le bec instantanément. Malheureusement pour Chad, l'agressivité de Jason n'est pas sa seule mauvaise habitude au travail. Jason était un dragueur. Il flirtait avec toutes les femmes qu'il croisait et... Ouais, il savait y faire, c'est clair. Il sortait avec la réceptionniste du garage. Ce qui est assez ironique quand on sait que c'était la réceptionniste du garage de Californie qui était la mère de sa fille. Donc, il aimait engager de jolies réceptionnistes. Les rumeurs concernant Jason et la réceptionniste parviennent jusqu'à Angie. Jason était très doué pour faire croire qu'il ne faisait rien de mal. Il savait être discret. Et Angie l'aimait tellement qu'elle lui pardonnait à chaque fois et se remettait avec lui. Si certaines femmes se laissent séduire, Chad, lui, s'agace de la conduite de Jason. C'était son entreprise, son gagne-pain. Et le fait que son associé mette en danger la survie de l'entreprise de cette manière, pour une raison aussi frivole que de la drague, ça le mettait dans une position qu'il n'appréciait vraiment pas du tout. Si un patron sort avec une employée, ça crée tout de suite de la jalousie parmi le personnel. Ça pouvait être très dommageable pour le garage. Coucher, flirter ou avoir une relation inappropriée avec un membre du personnel, c'est le meilleur moyen pour faire couler une boîte. Ça fait peur de voir quelqu'un arracher sa chemise comme ça et exhiber ses muscles. Ça veut dire que ça va chauffer. Le garage de Scottsdale connaît un franc succès et Jason Johnson a toujours plus d'ambition. Il voulait ouvrir d'autres garages. Il voulait développer l'entreprise. Il voulait s'agrandir et gagner toujours plus. Il aimait l'argent. Et quand je dis ça, bien sûr, tout le monde aime l'argent. Mais Jason adorait l'argent. Il adorait le fait de pouvoir s'offrir des voitures hors de prix, les voitures les plus rapides. Malgré le comportement problématique de Jason, son associé Chad accepte de développer l'entreprise et ils se mettent en quête d'un deuxième site dans la ville de Tempe. Ils n'ont pas réussi à trouver de garage à vendre, mais ils ont trouvé un site dans un quartier d'entrepôt. Il ne restait plus qu'à faire des travaux pour le transformer en garage avec toutes les installations nécessaires. Ça représente un boulot énorme. Il faut installer les cabines de peinture, obtenir les permis, installer un marbre, équiper entièrement un atelier, créer des bureaux. C'est hyper stressant. Face à ce nouveau défi, Chad et Jason décident de se partager les tâches. Jason s'occupait du garage de Scottsdale et Chad était chargé de préparer le site de Tempe pour l'ouverture. Le garage de Scottsdale tournait déjà très bien.
Et ils y faisaient principalement de la vente. Le domaine de prédilection de Jason. Et tout ce qui relevait du côté pratique et de l'organisation, c'était plutôt le domaine de Chad. Donc quand il s'agissait d'installer un nouveau site et de tout préparer pour qu'il soit opérationnel, Chad était le mieux placé pour déterminer ce dont ils auraient besoin et où ils en auraient besoin. Chad s'occupe de l'installation à Tempe, mais il ne faut pas bien longtemps avant que les tensions entre les deux hommes ressurgissent. C'était de plus en plus tendu entre Chad et Jason concernant l'avancement des travaux du site de Tempe avant l'ouverture. Jason trouvait que l'installation n'allait pas assez vite. Mais en même temps, il n'était jamais sur place pour voir concrètement ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas. Je pense que Chad n'était pas aussi motivé que mon frère et qu'il n'avait pas les mêmes exigences en termes de rigueur professionnelle et d'efficacité. Chad trouvait que les attentes de Jason n'étaient pas réalistes et reflétaient plus son impatience qu'une réelle connaissance de la façon dont les choses pouvaient avancer. Et Jason était persuadé que pour arriver à tout finir dans les temps, il suffisait de hurler sur les gens et de les bousculer. Chad avait vraiment du mal à finir ce qu'il commençait. Il se lançait dans un truc, il travaillait dessus. Il était très ambitieux et tout à coup, il passait à autre chose comme ça. Il faisait ça tout le temps. Ayant fixé une date pour l'ouverture du nouveau garage, Jason met la pression à Chad pour qu'il termine à temps. C'était un peu comme une course contre la montre. La tension grandissait et les conflits s'aggravaient. Rien n'était prêt. Il restait plein de choses à finir avant l'ouverture. Chad avait encore pris du retard. Il manquait les dalles de faux plafond, les fils électriques pendaient du plafond. Ça ne faisait pas très sérieux. Le jour de l'ouverture arrive. Et les commerçants ainsi que la presse locale se pressent pour y assister. Ils devaient couper le ruban pour l'inauguration. Ça devait être un grand événement pour attirer l'attention des médias sur l'entreprise et leur faire de la publicité. Sauf que ce n'était pas opérationnel, mais ils avaient déjà fixé la date de l'inauguration. Il n'était pas encore prêt à accueillir la clientèle. Le garage était ouvert, le bail était signé, les gens travaillaient, mais ce n'était pas à la hauteur des exigences de mon frère. Les rapports entre Chad et Jason continuent de se dégrader et les deux associés se disputent sans arrêt et devant tout le monde. Je ne pense pas que Jason était du genre à se plaindre de Chad et des travaux qui n'avançaient pas directement aux employés. Mais les employés l'ont forcément remarqué. C'est humain. Ça se voyait quand Jason était énervé par quelque chose. Et je ne pense pas que c'était propice à une bonne ambiance de travail. Ils communiquaient. Ils communiquaient beaucoup, mais pas de manière constructive. C'était très difficile pour Chad d'avoir une conversation posée et constructive avec Jason. L'ambiance, c'est important. L'ambiance, c'est primordial dans une entreprise. Si vous arrivez au boulot et que les patrons sont en train de s'engueuler dans l'arrière-boutique, ça donne vraiment pas envie de bosser là. On est dans une situation où les employés se retrouvent pris entre deux feux, comme des enfants dont les parents se disputent. À mon avis, vu leur caractère à tous les deux et la situation qui était plus que tendue, ça ne pouvait qu'exploser.
Leur différence de caractère était en train de creuser un fossé toujours plus grand entre eux, en termes d'intention, de désir et de capacité à gérer l'entreprise. J'ai un associé dans ma boîte et il faut que la communication fonctionne parfaitement, comme dans un mariage. Et les décisions qu'on prend ensemble déterminent le succès de l'entreprise ou sa faillite. Un mois après l'inauguration du garage de Tempe, Chad n'a toujours pas terminé les travaux et Jason ne contient plus sa colère. S'il était énervé à cause des retards dans les travaux du garage de Tempe, c'est évident qu'il a dû aller en parler à Chad. Il lui a même probablement fait une scène. Je pense même qu'il a dû se demander comment il pourrait se débarrasser de lui, le virer en tant qu'associé. Rendu fou de rage par le manque d'avancée des travaux à Tempe, Jason débarque sans prévenir pour demander des comptes à Chad. Mais Chad n'est pas sur place. Ce matin-là, Jason est allé là-bas. Il était très en colère. Il a commencé à hurler sur les employés, à les rudoyer et à exiger que toutes les voitures soient transférées au garage de Scottsdale. Le fait de demander aux employés de ramener les voitures à Scottsdale, je crois que c'était sa façon à lui de dire à Chad « C'est fini, tu dégages. T'es viré. » C'est comme dans une relation de couple. On prend sur soi, on en parle, et parfois, on passe des mois à tout encaisser sans rien dire, et la rancœur s'accumule. D'autant plus que c'est lui qui avait mis tout l'argent et que son associé ne faisait pas sa part du travail. Je suis sûre qu'il est arrivé à un point où il s'est dit qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Chad arrive au garage, trouve Jason en train de déplacer les voitures et lui demande immédiatement de s'expliquer. Si Chad a crié sur Jason, c'est clair que ça n'a pas dû lui plaire. Jason n'était pas du genre à tolérer qu'on lui dise ce qu'il devait faire, ni comment le faire. Et quand vous voyez un gars baraqué s'énerver contre un autre gars baraqué, tout de suite, c'est impressionnant. Jason déchire sa chemise et défie Chad, prêt à se battre. Je crois que là, pour Jason, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il a dû s'en prendre à Chad. Il a dû exploser de colère. Mon frère a fini par craquer. Voir quelqu'un comme Jason, ça fait peur de voir quelqu'un arracher sa chemise comme ça et exhiber ses muscles. Ça veut dire que ça va chauffer. Jason partait vraiment au quart de tour. Et moi, ça me faisait un peu peur. Je gardais mes distances et je faisais toujours ce qu'il me disait. Mais devant ses employés, Chad refuse de se laisser intimider et entraîne Jason dans le bureau. Chad n'aimait pas qu'on se mêle de sa vie privée. Et il n'était pas du genre à se mêler de celle des autres. Donc je l'imagine très bien après coup aller voir ses employés pour essayer de les rassurer et leur dire que tout allait bien. Chad finit par ressortir du bureau et demande à tout le personnel de partir. Certains employés ont dit qu'ils avaient trouvé ça extrêmement bizarre qu'on leur demande de rentrer chez eux un vendredi sans savoir s'ils allaient revenir le lundi, ni même si le garage serait toujours ouvert, s'ils allaient devoir travailler dans ce garage ou dans l'autre, ni même s'ils auraient toujours un travail. Ils étaient tous inquiets quand ils sont partis ce vendredi, sans savoir ce qui les attendait la semaine suivante. Mais ils sont tous rentrés chez eux et ont attendu qu'on les rappelle.
Chad a appelé tout le monde durant le week-end pour leur dire de ne pas venir, alors que c'était ouvert normalement le week-end. Les employés sont revenus le lundi matin et les serrures avaient été changées. Chad n'était pas encore là. Il est arrivé, il leur a parlé, puis leur a demandé de commencer l'aménagement de la salle de repos pour finir les travaux de rénovation. Pendant ce temps, au garage de Scottsdale, Jason n'est toujours pas arrivé et sa petite amie ne sait pas où il est. Angie m'a appelé le dimanche. Mon frère devait retrouver sa fille pour le déjeuner et il n'est pas venu. Elle m'a demandé si j'avais des nouvelles. J'ai dit non. Alors elle m'a dit qu'elle avait peur, qu'elle avait un mauvais pressentiment. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien. Ça ne lui ressemblait pas de poser un lapin à sa fille. Il l'adorait. Les proches de Jason tentent de le localiser, mais quand vient l'après-midi, il est toujours introuvable. La police est allée interroger sa petite amie, qui avait signalé sa disparition, et a reconstitué l'emploi du temps de Jason. Et bien sûr, la question, quel est l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois et à qui a-t-il parlé en dernier, a conduit les enquêteurs jusqu'au garage. Les policiers ont parlé aux employés qui étaient là. Avez-vous vu Jason? Vous savez où il est? On savait qu'il était arrivé quelque chose de grave. J'avais de la peine pour Erika. On était sous le choc, mais on ne savait vraiment pas ce qu'il s'était passé. La police se rend chez Chad pour savoir s'il a vu Jason. Je sais qu'ils sont allés parler à Chad, mais qu'il a refusé de leur répondre. Bonjour Chad. Inspecteur Phil, comment allez-vous? Bien. On peut s'asseoir? Non, je préfère pas. Voilà le numéro de mon avocat. Ok. Si vous voulez fixer un rendez-vous. Ok. On ne vous reproche rien, vous savez, on cherche des informations sur Jason. Je sais, mais vu la tournure des événements aujourd'hui, Il y a quelque chose que... je préfère rien dire, pour l'instant. Ok, d'accord. Bon. Vous pouvez au moins me dire si Jason va bien. Aucune idée. Donc vous ne voulez pas du tout nous parler? Pas pour l'instant. J'ai rendez-vous avec lui demain à 14h. D'accord. Intéressant. Ok, merci de votre aide. Je vais consigner notre entrevue. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Devant le refus de coopérer de Chad et de sa famille, les policiers ont commencé à enquêter. Ils ont surveillé Chad, son entourage, les véhicules en lien avec Chad et tous les endroits qu'il fréquentait pour essayer de découvrir s'il était arrivé quelque chose à Jason. Ils ont placé des moniteurs GPS sur les véhicules. Ils ont mis le garage de Tempe sous surveillance aérienne. Ils ont fouillé ses poubelles. Ils ont également filmé Chad sortant de chez lui avec des sacs poubelles pleins de déchets. Et ils ont repéré une remorque fourgon blanche et leurs soupçons ont commencé à se focaliser sur cette remorque appartenant à Chad. Tandis que la police continue de surveiller Chad et sa famille, la nouvelle de la disparition de Jason se répand dans les médias. Ils ont dit aux infos qu'il avait disparu. Avec mon frère, on en a parlé et on s'est dit exactement la même chose. Qu'est-ce que Chad a fait? Jason Johnson a mystérieusement disparu. Et les enquêteurs soupçonnent son associé, Chad Norris. Les soupçons se resserrent sur Chad. La police essaie de comprendre ce qu'il a pu arriver à Jason, qui n'a toujours pas donné de signe de vie. Et elle commence à envisager le pire. Chad n'était pas du genre à rester tout le temps calme et posé.
Je connaissais Chad. Je savais qu'il avait un petit côté cyclotimique. Il avait un autre visage qu'il essayait de cacher à tout le monde. La police utilise des GPS et la surveillance aérienne pour garder un œil sur Chad et retrouve sa remorque abandonnée dans un parking. Les enquêteurs se sont intéressés à cette remorque. Et en fouillant à l'intérieur, ils ont trouvé des traces de sang. La remorque contient également des gravats, une porte avec un impact de balle et d'autres preuves encore plus accablantes. Il y avait les objets personnels de Jason. Sa carte SIM, son téléphone portable, son portefeuille. Personne ne laisse traîner comme ça son portefeuille et son téléphone dans une remorque. À ce stade, les policiers ont demandé plusieurs mandats de perquisition. Ils sont allés au garage de Tempe pour fouiller un peu partout. Il y avait de la peinture époxy fraîche sur le sol en ciment, de la peinture fraîche sur les murs. Et en y regardant d'un peu plus près, ils ont fini par trouver une trace d'impact dans le mur, laissée par une balle, et qui avait été rebouchée et repeinte. Il était de la même taille, du même calibre que l'impact de balle dans la porte retrouvé dans la remorque. Les proches de Jason sont informés de ces découvertes inquiétantes. Quand j'ai parlé à Angie, elle m'a dit que la police était au garage. Et elle a dit que... Pardon. Elle a dit qu'ils avaient mis de la rubalise partout et qu'ils avaient trouvé des impacts de balles et qu'ils fouillaient les bennes à ordures derrière le garage. Mais ils n'ont pas trouvé Jason. On recevait tellement d'informations à la fois qu'on était sous le choc. Et Erika était effondrée. C'était trop insupportable pour moi. Et je me souviens, j'ai ouvert la porte et je me suis précipitée dans mon jardin et j'ai vomi. La police scientifique analyse les traces ADN. Les échantillons biologiques qui ont été prélevés dans la remorque, à savoir les traces de sang et même les traces ADN laissées par la balle dans le mur, correspondaient bien à Jason. Malgré l'absence de corps, cette accumulation de preuves amène la police à la seule conclusion possible. L'inspecteur Bermudez m'a dit qu'il pensait qu'au cours de leur dispute, Chad avait eu une réaction violente et l'avait tué. J'ai demandé, mais comment l'a-t-il sorti du garage? Mon frère était une armoire à glace. Comment il l'a sorti de là? Et il m'a dit qu'il pensait que comme la salle de repos n'avait plus de porte, il pensait qu'il l'avait allongé sur la porte pour le traîner dehors jusqu'à la remorque. Il a dit qu'il pensait qu'il l'avait enveloppé dans du plastique parce qu'ils avaient relevé des traînées sur le sol. Chad Norris est arrêté et mis en examen pour le meurtre de Jason. Il nie toute implication et plaide non coupable.
D'après les preuves qui ont été présentées lors du procès, visiblement Jason est retourné au garage de Tempe avec Chad un peu plus tard dans la soirée, après leur dispute. Une autre dispute a éclaté et c'est durant cette altercation que Jason a été tué. Après avoir tué Jason, Chad a profité du week-end pour nettoyer les lieux et se débarrasser du corps. On sait que Chad est allé acheter des produits de nettoyage et autres matériaux de bricolage. Au procès, ces éléments ont été présentés comme étant la preuve qu'il avait essayé de cacher son crime. Après s'être vu présenter toutes les preuves, le jury rend son verdict. Chad a été reconnu coupable de meurtre, c'est-à-dire un homicide volontaire sans préméditation. Et il a été condamné à 18 ans de réclusion. Franchement, ça m'a fait vraiment bizarre, parce que je connaissais Chad personnellement. C'était vraiment choquant pour moi. À ce jour, le corps de Jason n'a toujours pas été retrouvé. Le fait qu'Erika ne sache pas où se trouve son frère, c'est tellement triste. C'est vraiment inconcevable. J'arrive pas à imaginer qu'un membre de ma famille disparaisse sans qu'on le revoie jamais et sans qu'on sache où il est. Ça doit être un cauchemar. Si quelqu'un sait quelque chose sur l'endroit où se trouve Jason ou sur ce qui lui est arrivé, ce serait un énorme soulagement pour tous ceux qui l'aiment de savoir, pour pouvoir tourner la page.